Syndrome pickwickien, donc l'obésité, l'insuffisance respiratoire hypercapnique avec un retentissement cardiaque droit, d'où les œdèmes des membres inférieurs tout à l'heure, a été décrit par une Allemande en 1937. Alors, le syndrome d'obésité pour ventilation, c'était rare. Moi, dans mes études de pneumo, c'est pas quelque chose qu'on a décrit comme quelque chose de très fréquent. On envoyait à l'hôpital, ils étaient en insuffisance cardiaque droite, qui durait pas très longtemps en général, ils venaient aux urgences plusieurs fois, ils mouraient. Maintenant, c'est devenu quelque chose de fréquent. C'est un petit peu pour ça que je vous en parle. Par rapport à la BPCO, c'est la deuxième pathologie d'insuffisance respiratoire chronique en fréquence. Le diagnostic est tardif. La discussion qu'on a eue à Nouméa avec les collègues médecins, c'est que les patients ont du mal à venir consulter parce qu'ils ne se sentent pas malades, ils sont juste gros et puis ils en ont marre, ils ont le diabète, l'hypertension. Alors pourquoi aller voir le pneumologue en plus? Ça commence à faire beaucoup de choses. Donc souvent, ils passent par les urgences. Après un épisode aigu, souvent sévère, ils sont ventilés maintenant de façon non invasive. Ils passent par le service des urgences de pneumo et puis après ils sont dans une filière de pneumo et puis ils sont ventilés plus ou moins. Cette ventilation est importante parce que c'est le diagnostic qui nous permet de les ventiler. Le traitement existe, c'est un traitement de choix. Et on verra aussi qu'on peut les traiter différemment en amont si on s'y était pris avant. Voilà, donc je vous ai résumé la PO2 inférieure à 70, c'est le diagnostic. PCO2 supérieur à 45, l'IMC supérieur à 30, c'est écrit dans les livres. Et puis on fait un bilan pour éliminer toutes les affections respiratoires associées qui pourraient expliquer cette gazométrie anormale que vous avez faite au repos tranquillement avec dextérité. C'est donc un diagnostic d'exclusion. L'épidémio, donc le syndrome d'obésité hypoventilation est présent chez 9 à 22% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, on est dans un laboratoire de sommeil. On a regardé ceux qui avaient de l'apnée du sommeil, donc un gros qui ronfle, qui a un index positif supérieur à 15 dans leur façon de voir les choses. Et donc à ce moment-là, il y a des obèses chez 9 à 22. Par contre, si vous rentrez dans les hypoventilants obèses, 90% ont un SAOS. Voilà, toujours dans le centre de sommeil, donc le recrutement est forcément biaisé. Si vous prenez l'obésité hypoventilation, donc forcément hypercapnique, versus un SAS normocapnique, ils ont un moins bon pronostic, ils vivent moins bien, ils ont plus de comorbidité, peut-être parce qu'ils ont un diagnostic trop tardif, ça c'est une hypothèse. Voilà, alors très rapidement, la grande majorité des obèses n'a pas d'hypoventilation. Donc celui qui a une hypoventilation pourrait dire pourquoi moi ? Pourquoi moi j'ai ce truc-là, pas les autres, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc les explications, pourquoi certains sont malades et pas d'autres, peut-être le cerveau ne veut pas respirer, dysfonctionnement d'un centre respiratoire, c'est controversé, mais bon, c'est écrit dans tous les bouquins. Et puis peut-être ils ne peuvent pas respirer à cause de leurs muscles respiratoires qui ont une mauvaise compliance, que ce soit le poumon, la paroi, le travail mécanique augmenté pour des histoires de pression liées à l'obésité, ça circule moins bien l'air, et les muscles respiratoires qui sont plus faibles, même si parfois ils sont plus gros, ils fonctionnent moins bien. La leptine, on en parle, c'est un stimulant des centres ventilatoires. C'est un déficit ou une résistance, et puis il y a une diminution de la réponse au CO2. Les apnées itératives, on imagine bien qu'à force de désaturer toute la nuit, d'avoir des tachycardies réactionnelles, ça favorise l'hypercapnie, donc le matin au réveil, ils sont moins bien. Clinique, très rapidement, la dyspnée, qui est vraiment minimisée et qui est parfois niée, mais ils ne se déplacent pas, certains d'entre eux se déplacent moins, ils s'adaptent, c'est un peu comme l'asthme. Et puis, comme disait Julien, la dyspnée, c'est ressenti, donc si ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas. Ils sont plus ou moins cyanosés. La somnolence, ça va avec l'apnée, les signes d'insuffisance cardiaque droite. L'EFR, je l'ai mise parce que c'est une EFR d'obésité, mais ça n'a pas d'intérêt dans le diagnostic. Ils sont obèses, quel que soit l'EFR, ils sont hypoventilants, c'est la gazo qui fait le diagnostic. Ce qui est notable, c'est le volume résiduel expiratoire qui est abaissé de façon importante, voire effondré. Le bilan cardiovasculaire est important, il ne faut pas l'oublier, très très important. La fonction VG, à ce moment-là, on voit qu'elle est normale ou pas, ce n'est pas les mêmes patients. Ça me fait dire, moi, que finalement, le syndrome obésité hypoventilation en Calédonie, on n'en voit pas tant que ça, parce qu'ils sont tous pourris, nos patients. Ils ont tous des pathologies associées. Donc, le gars qui est juste obèse, hypoventilant sans rien, il n'y a pas. Hein. Donc, l'échographie cardiaque de base, cathé droit, HTAP, c'est moins fréquent, mais on en fait encore de temps en temps. L'examen du sommeil, polygraphie ou polysomno, pour la mise en place d'une VNI ou d'une PPC plus ou moins oxygène. Le suivi clinique de la ventilation, ce sera sur les céphalées, la somnolence, des choses comme ça. La gazométrie artérielle, vous la faites systématiquement pour voir comment évolue la PO2, la PCO2, puis le reste. Et la polygraphie sous machine, qui parfois est utile. Le traitement, pour faire simple,
vous avez un patient qui, soit il a de l'apnée du sommeil, soit il n'en a pas. S'il n'en a pas, vous le ventilez avec une ventilation non invasive. S'il a de l'apnée et une PCO2 inférieure à 55, vous pouvez essayer une PPC. Avec le but, c'est d'avoir une PPC à fixe. S'il a une PCO2 supérieure à 55, vous le mettez en VNI. Et puis l'oxygène, après, vous faites ça en fonction de vos saturations ou d'autres critères de BPCO selon votre façon de travailler. Vous respectez les normes ou pas. Voilà, on va résumer en 4 diapositives très rapides le syndrome d'obésité, hypoventilation. Donc c'est souvent porté à l'occasion d'exacerbations, insuffisance respiratoire sévère. C'est un diagnostic d'exclusion. Donc il ne faut pas qu'il y ait une autre pathologie qui explique l'anomalie des gaz du sang. Et si vous devez retenir un truc, c'est très souvent associé à de l'apnée du sommeil. Donc je ne sais pas comment vous rentrez dans vos obèses, si c'est par l'apnée ou l'insuffisance respiratoire, mais il faut y penser. Les pathologies associées, bien entendu, en général, nous quand on les reçoit, ils sont au niveau diabète, cardio, HTA, le bilan il est super bien fait. Je vous ai refait la liste non exhaustive du bilan, très simple, gaz du sang, EFR, donc là je prêche pour ma paroisse, avec la polysomnographie, la recherche d'HTAP, le cardio et le scanner pour nos amis radiologues. Le traitement repose, donc les médicaments ça ne marche pas, en tout cas moi je n'en connais pas. La ventilation nocturne, j'en ai parlé très rapidement, donc ça c'est assez simple à mettre en route pour les hôpitaux ou même moi je le fais au cabinet. L'oxygène, dans un deuxième temps, s'ils ne sont pas trop hypoxémiques. Et là je vais repasser la parole à Nathalie parce que l'essentiel c'est la perte de poids. S'ils perdent du poids, ils ne devraient plus être malades. Et pour de sombres raisons mystérieuses, on ne réussit pas facilement à leur faire perdre du poids. Et moi, je m'étonne toujours de les voir arriver dans cet état-là obèse. Je me dis comment ils ont fait pour arriver dans cet état-là et pas avoir perdu du poids avant. Donc, je te passe la parole, Nathalie. Je vais donc vous parler de l'obésité avec 2 thèmes principaux. L'obésité fait partie des maladies chroniques. C'est donc une maladie compliquée à prendre en charge, vous le savez, et assez fréquente. Et puis ensuite, je vous présenterai brièvement le programme qu'on propose aux obèses et qu'on a construit maintenant depuis 15 ans avec toutes ces équipes qui se sont succédées. Donc déjà, la définition de l'obésité, vous savez que l'OMS définit surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Ceci dit, sachez bien que l'IMC est vraiment un indice qui ne mesure pas nécessairement la graisse abdominale ni la composition corporelle du patient. Donc on est dans quelque chose où le poids est le résultat de la masse corporelle, de la graisse, de l'eau, du muscle. C'est assez difficile d'arriver à suivre un patient uniquement avec un IMC et un poids. Donc, vous savez que le surpoids est défini par un IMC supérieur ou égal à 25 et l'obésité, un IMC supérieur ou égal à 30. Vous avez la formule, le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. C'est vrai que ce n'est pas facile à faire de tête. Donc, il faut prendre sa petite machine. Il faut savoir que l'IMC est surestimé dans les populations polynésiennes, puisque ces personnes-là ont des masses osseuses et des masses musculaires qui sont nettement supérieures aux populations caucasiennes, enfin européennes. Donc on a déjà 2 bases, par exemple pour les Wallisiens Futuniens, on nous a parlé d'un IMC à 32 comme la transition raisonnable pour passer à l'obésité, et moi je dis qu'en 20 ans de Calédonie, je dirais plus 35. Voilà, mais ça c'est un point de vue personnel, d'avoir observé les patients, on ne ramène pas de Wallisiens et de Futuniens un IMC à 32. Donc, il ne faut pas non plus qu'on se fixe des objectifs qui ne sont pas réalisables. Vous avez aussi une petite classification avec les stades de l'obésité. Stade 1, IMC au-delà de 30, stade 2, au-delà de 35, stade 3, au-delà de 40, etc. Bon, ça, c'est les nomenclatures. L'important, je crois, quand vous adressez un patient ou quand vous voyez un patient, c'est d'avoir une idée de son IMC. C'est déjà une première mesure. Ensuite, je voulais vous rappeler, évidemment, l'épidémiologie, parce qu'elle est quand même assez inquiétante, puisque le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. On arrive en 2016 à 1,9 milliard d'individus qui sont à plus de 18 ans qui sont en surpoids, dont 650 millions sont obèses. Autrement dit, 39% des adultes âgés de plus de 18 ans et plus étaient en surpoids en 2016 et 13% étaient obèses. Mais ça, c'est au niveau mondial, ça fait une masse de personnes énorme. On sait qu'en 2019, on avait 38 millions d'enfants de moins de 5 ans qui étaient en surpoids ou obèses. En 2016, les 340 millions d'enfants et adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en surpoids ou obèses. Bref,
l'obésité tue 2,8 millions de personnes par an dans le monde. Bon, j'ai mis le Covid entre parenthèses à ce jour qui a tué 1,4 million de personnes. C'est juste pour une petite référence. Et autrement dit, on a 4 adultes sur 10 qui sont en surpoids dans le monde et on a 1 adulte sur 7 qui est obèse. Donc ça pose quand même une petite inquiétude. L'IMC au-delà de 25, c'est-à-dire la définition du surpoids, augmente significativement le risque de décès. Ça, c'est une étude de Lancet 2016. Et quand l'IMC augmente de 5, la mortalité augmente de 39% chez l'adulte et de 52% chez les moins de 18 ans. Donc les enfants sont nettement plus touchés par une augmentation d'IMC en termes de mortalité que les adultes. En France, la prévalence de l'obésité est à 17%. La France fait vraiment très attention à sa ligne par rapport aux autres pays d'Europe. En Calédonie, évidemment, on a un baromètre santé qui nous a établi 37,7% d'obèses, plus 30% de surpoids. On a donc 67,7% de la population calédonienne qui est en excès de poids, soit 2/3 de la population. Donc on peut vraiment s'inquiéter, on est au niveau des États-Unis. On a 20% d'obésité chez les enfants de 12 ans en Calédonie. Donc voilà, vous savez, maintenant, il y avait eu des statistiques dans les collèges, etc. C'est assez impressionnant. Ça, c'était en 2019. Donc ça a sûrement peut-être un peu changé. En 2012, on avait 8% des enfants de 6 ans qui étaient obèses et 11% des 9 ans. Bref, en 40 ans, le nombre d'enfants obèses a été multiplié par 10. Donc on est vraiment dans pour le coup, une vraie épidémie. Bon, les complications de l'obésité doivent être dépistées et c'est là où, évidemment, ce sont des patients polypathologiques. Donc, pour vous, déjà, qui les voyez soit en libéral, soit à l'hôpital, c'est déjà des patients, quand ils rentrent chez nous en bonne santé, on leur trouve 2 ou 3 maladies. Au-delà de l'IMC 30, je tiens à vous dire qu'il y a 50% des patients qui ont de l'apnée du sommeil. Donc, il faut vraiment rechercher cette pathologie. Elle est sous-recherchée. Alors, c'est vrai que ça pose des problèmes, mais il faut vraiment y penser autant que le diabète, autant que les autres complications qui sont l'HTA, évidemment, auquel c'est facile pour vous de faire le diagnostic, le diabète également. Ce sont des patients qui ont plus de cancer que les autres. Et ça, on s'en est rendu compte avec les chirurgiens slivers qui se sont rendus compte que leurs patients slivés faisaient moins de cancer que ceux qui ne l'étaient pas. Donc voilà. Ils font énormément de maladies infectieuses. Actuellement, en médecine interne, sur le service de 24 lits, on a quasiment presque la moitié de cellulite. En ce moment, c'est l'époque. Cellulite des membres inférieurs, donc c'est tous des obèses. Je discute avec le docteur Molko, qui est neurologue au Medipôle maintenant depuis plus de 15 ans. Il me dit maintenant tous les AVC sont des obèses. C'est pas compliqué. Alors on va pas dire peut-être qu'il y en a 1 sur 10 qui est pas obèse, mais voilà, ils sont tous obèses. À l'époque où moi je suis arrivée en 2001, c'était pas comme ça. Donc on a une vraie complication, une vraie épidémie, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se coordonner autour de ça. Bon, évidemment, on ne va pas reparler du syndrome hypoventilation alvéolaire de l'obèse et des complications articulaires également, qui sont source de handicap. C'est difficile de dire à un patient de marcher quand il a un genou déjà en vrac, même si ici les gens ont tendance à marcher. Et on a vu des patients, et moi la première, on les a encouragés à marcher, et en 6 mois, ils se sont vraiment terminés d'abîmer les genoux. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi, quand on prescrit de l'activité physique, à éviter de mettre une contrainte supplémentaire sur un genou qui est déjà abîmé. C'est pas facile. Alors, pour vous parler de ça, j'avais envie d'aborder, peut-être que vous avez déjà cette notion-là, cette idée de 3e médecine, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est le professeur Grimaldi, qui est diabétologue en métropole, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler et d'aborder donc cette obésité un petit peu d'une façon, on va dire, originale. Donc, cette 3e médecine, c'est le défi de la maladie chronique. On se rend compte qu'en France, on a 15 millions de personnes qui ont une maladie chronique. En Calédonie, je pense qu'on en a proportionnellement à la population beaucoup plus. Et donc, ce sont des maladies qu'on peut soigner mais qu'on ne peut pas guérir. Donc ça, nous, médecins et soignants, ça nous pose quand même un problème. C'est le principal défi pour le XXIe siècle, pour les soignants, pour les chercheurs, pour les patients, pour les familles, pour les politiques. Les progrès médicaux, techniques, permettent à ces patients de troquer une maladie grave et très invalidante contre une maladie moins grave et mieux tolérée. Mais voilà, ça reste toujours des patients qui sont malades. Donc, cette 3e médecine, c'est à la fois un défi pour le patient et sa famille et pour le soignant.
Et du coup, nous qui fréquentons ces patients de près, on sort dans une interaction où c'est compliqué pour nous. Donc pour le patient et sa famille, c'est un défi de savoir-faire, de savoir-être, d'adopter de nouveaux comportements, d'apprendre à vivre avec cette maladie ou ces maladies, puisqu'ils en ont plusieurs. Cette incertitude, c'est parfois un énorme bouleversement de leur vie. Et ça, on ne le mesure pas parfois, hein, on est très dur avec ces patients. C'est un travail d'acceptation qui ne se fait pas comme ça, hein, et parfois qui ne se fait pas du tout. Et selon le soutien qui entoure ce patient, on va pouvoir arriver à construire quelque chose pour éviter qu'il se rende malade d'être malade. Pour le soignant, le soignant, c'est nous. C'est-à-dire, c'est une vraie impuissance de notre médecine technique face à ces patients-là. Hein. À part leur faire une prise de sang, leur faire un diagnostic, comment est-ce qu'on va gérer ces patients? Comment on va les aider à retrouver une bonne santé? Cette médecine curatrice qui est mise à mal, puisqu'on ne peut pas guérir nos patients. Le médecin doit renoncer à l'illusion de la toute-puissance. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Nous, on nous a appris qu'on était fort et grand et qu'on savait bien faire. Et le patient, c'est lui qui, chaque jour, décide de faire ou ne pas faire. Et même si le patient fait bien, ça vous le savez aussi bien que moi, parfois la maladie s'aggrave. Donc là, on est dans quelque chose où, encore une fois, on accompagne ce patient et ce n'est pas toujours facile, ni pour lui, ni pour nous, et ni pour son environnement. Cette relation, vous le savez comme moi, elle dure des années. Elle est émaillée de crises, de drames, de revanches, de victoires. C'est la vie, quoi. Le patient a son propre ressenti de tout ça. Mais quand vous le voyez au tenté, est-ce que vous avez la notion de son parcours d'avant? Oui, si vous connaissez ce patient depuis 20 ans. Non, si vous le voyez ponctuellement. Donc, on a parfois des patients qui souffrent énormément de cette première rencontre avec le soignant, parce que le soignant, lui, il arrive et il veut être efficace tout de suite. Hein. On ne perd pas de temps. Le soignant, lui, est invité à s'interroger sur sa propre fragilité, parce qu'il encaisse aussi, hein, tout ça, c'est pas facile. Tout médecin s'occupant de maladies chroniques est confronté à la non-observance. On est d'accord? Hein? Quand on vérifie l'observance des machines de ventilation, les patients nous disent « oui, je la mets bien ». Et puis quand on regarde l'observance, là, on se rend compte que c'est pas si bien que ça et qu'il y a presque plus de la moitié des patients qui ne la mettent pas bien. Donc, cette non-observance, c'est pas sûr que si le médecin était malade ou le soignant était malade, il observerait mieux que le patient. Posez-vous la question. On a eu des médecins malades qui n'étaient pas toujours observants, hein, ou des soignants. Mais il est sûr que si ce soignant travaille en équipe, eh bien, en incluant le patient lui-même au sein de l'équipe, en le mettant au centre du projet, il va pouvoir faire mieux. Tout seul, c'est extrêmement exténuant. Et c'est ce que disent les médecins en général. Hein. C'est fatigant de gérer un patient chronique tout seul. Donc, on a besoin de s'entourer, nous aussi. Et c'est sur ce terrain-là que se construit cette fameuse alliance thérapeutique, hein, cette collaboration où le patient et le soignant vont décider ensemble de ce qui va se passer. Alors, c'est un défi pour le système de santé, vous le savez mieux que moi. Hein, ce qui finance les progrès, c'est les médicaments, c'est la technologie, bien sûr. Et la maladie chronique, elle, c'est un défi qui est complètement différent de ça, ou complémentaire, on va dire. Hein, puisque la prévention, bon, on sait ce que c'est. On vaccine les gens pour pas qu'ils soient malades, mais voilà, c'est tout. On ne fait pas d'autre prévention. Ou on en fait très peu, on n'est pas très satisfait de ce qu'on fait. Le système de soins n'est pas égal pour tout le monde. Les gens on ne peut pas se contenter de les responsabiliser en leur disant « oh, s'il ne se soigne pas, c'est bien son problème ». C'est pourtant ce qu'on fait parfois. Mais parfois, il ne sait même pas ce que c'est que se soigner, ou il n'a pas la connaissance. Et cette troisième médecine est plus que jamais indispensable parce que, en fait, c'est une prévention de la personne par la personne entourée du système de soins. Et pour se soigner, le patient il doit être actif. Et pour qu'il soit actif, on ne peut pas lui demander que ce soit inné. C'est à nous de lui transmettre des connaissances. Déjà, c'est du temps pour nous. Et puis d'essayer de voir si dans ses connaissances, qu'est-ce qu'il va piocher, lui, de quoi il va s'imprégner pour adopter de nouveaux comportements. Il ne va pas forcément faire ce que vous lui dites. Mais si vous lui donnez le choix, il va choisir. Et ce sera déjà le début. Cette médecine ne relève ni d'une médecine isolée, ni d'une médecine de haute technicité, et encore moins d'une médecine industrielle. Hein, en ce moment, on est bien baigné dedans. C'est une médecine intégrée, biomédicale, pédagogique, psychologique, sociale, coordonnée entre professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, personnel administratif et travailleurs sociaux. N'oublions pas les travailleurs sociaux. Si vous voulez soigner votre patient alors qu'il est en train d'être en survie à domicile,
On n'est pas obligé de se poser la question, mais si on se la pose, on voit bien que ça ne va pas être possible. Donc tout ça pour dire que la médecine générale et la médecine spécialisée doivent s'organiser. Les soins doivent être faits plutôt en fonction du parcours du patient. Alors en ce moment, on a plutôt l'impression que c'est le patient qui s'adapte à la médecine actuelle. Hein. On lui propose ça, mais après, ça ne se coordonne pas forcément. Ce n'est pas seulement une médecine de la maladie, c'est aussi une médecine de la personne qui doit permettre au patient, au sein de son suivi, une prise en charge qui est centrée sur ses besoins et non pas celui du médecin. Le médecin, il a besoin de protéger son patient, mais le patient, lui, il a besoin de mener sa vie la plus normale possible. Donc c'est une vraie codécision, et ça c'est très rare que ce soit réalisé, même si vous allez peut-être me faire part de vos expériences, ou une décision qui est partagée entre le patient et le soignant. Moi je vois trop de patients qui arrivent et qui me disent mon docteur il m'a dit que je devais faire la sleeve. Ah d'accord, ok, je ne suis pas contre moi, hein, je suis ni pour ni contre, il y a sa place, mais à quel moment on donne le choix au patient et quel parcours on lui propose et comment on lui explique un parcours? C'est plutôt moi je suis pour la sleeve, moi je suis contre. Et c'est pas ça l'idée. L'idée c'est qu'il y a un parcours qu'il faut mener correctement. Donc en fait l'idée ça serait de créer un groupe de professionnels qui partageraient la même conception du rapport de partenariat au patient. Et là on a du travail à faire nous pour nous améliorer, nous autres. Et nous autres. Contrairement à la chaîne de production découpée, sans réelle cohérence de pratique, simple succession de prestations qui existe aujourd'hui, même si elle a ses avantages. Hein. On n'est pas en train de dire c'est tout mauvais ce qu'on fait, mais on dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à améliorer. Le défi de santé publique, oui, la santé publique, notre tutelle, elle est bien à l'écart des disciplines cliniques, hein, on s'en rend compte. Et finalement, la main, elle est laissée à des gestionnaires ou des gens qui sont dans l'administration ou des gens qui ont besoin de gagner leur vie ou qui ont besoin, comme nous, de remplir nos services. Il faut qu'on les remplisse. Si on ne remplit pas nos services, on se fait disputer. Donc, on est tous dans une espèce de logique de rentabilité et finalement, ça nous laisse peu, parfois, de souplesse pour arriver, même si on a ces idées-là, à les mettre en pratique. Le défi, il est également politique, et là aussi, on ne se sent pas forcément très appuyé, même s'il y a des tas d'idées aussi, hein, il y a des gens qui ont des bonnes idées. Une autre médecine, finalement, qui améliorerait le vécu des soignés et des soignants, hein, là aussi, c'est une relation gagnant-gagnant, parce que les soignants sont souvent en burn-out, ils n'en peuvent plus, quoi. Ça fait 15 fois qu'ils revoient ce patient, avec toujours la même histoire. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ce patient ? L'émergence d'une nouvelle médecine grâce à la créativité des professionnels, voilà, sortir de nos dogmes. Hein. C'est bien les dogmes, ça nous donne des limites, mais après, il faut être parfois créatif pour faire des choses qui prennent du sens. La santé aujourd'hui est menacée, et encore plus aujourd'hui, c'est carrément le contexte, étouffée par le poids administratif, par la pression du numérique, par l'organisation fragmentée des soins et rigide. Donc, c'est pour nous l'occasion, enfin en tout cas, c'est pour moi là, vous transmettre l'occasion de réfléchir au rapport entre les dimensions des maladies, de l'identité de la personne et de l'accompagnement. Voilà, être créatif pour éviter d'être seulement dans le protocole. Le protocole nous sert, il est indispensable. Mais rester que dans le protocole, ça fait qu'on se rend compte que pour la maladie chronique, ça ne convient pas. Et surtout une relation gagnant-gagnant. Bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans l'obésité autour de nous ? On a des filières médico-chirurgicales avec des suivis qui sont en médecine générale, en libéral, des suivis en médecine de spécialité en libéral. On a le CSSR qui est un centre qui a ouvert ses portes depuis 5 ans. Et là, j'ai une petite précision à vous faire pour les patients Aide Médicale Sud. Sachez qu'aujourd'hui, ces patients ne peuvent pas rentrer au CSSR directement. Ils doivent avoir un suivi au préalable de 6 mois en CMS, en diététique et en psychologie, avec un compte-rendu qui nous est transmis pour pouvoir avoir un accord du contrôle médical. En particulier, je crois qu'en 3 ans, j'ai eu un patient qui m'a été adressé des CMS de l'Aide Médicale Sud. Donc, j'en ai pas beaucoup. Donc, ils doivent très bien fonctionner, ils doivent avoir de très bons résultats. Ensuite, les patients qui doivent rentrer au CSSR sont CAFAT mutuels pour qu'ils soient pris en charge avec leurs complémentaires. Bien sûr, les gens AMG Nord et IL également peuvent rentrer. Le programme, c'est un programme de 4 semaines selon des critères qui ont été définis avec le contrôle médical et un suivi qui peut être proposé à distance selon le désir du patient. On a également la filière médico-chirurgicale. Moi, je travaille toujours avec l'équipe du docteur Léger et du docteur Latras. Il y a également celle du docteur Niel.
Donc cette équipe, on a du mal à travailler ensemble, puisqu'aujourd'hui, si un patient fait de la chirurgie de l'obésité, il est interdit de séjour au CCSR. Donc on nous a coupé notre filière, alors que moi j'ai connu Philippe Léger en 2008 au Medipôle, enfin au CHT. On était dans les préparations press-livre, post-livre, on pouvait travailler ensemble. Donc moi, on me dit que je ne veux pas travailler avec les chirurgiens, mais si, je demande que ça, mais faudrait-il qu'on me le permette? Donc voilà. Et pour eux, eux, ils sont plus en suivi de consultation de leurs patients. Ça, ce sont les parcours qu'on a actuellement. Alors, je voudrais vous parler de l'importance de cette première rencontre avec le patient quand on va parler de son obésité, parce que j'ai des patients qui ont été traumatisés, j'ai des patients qui ont été envoyés et vus parfaitement bien, hein, cette première consultation. Pourquoi? Parce que l'obésité est déjà pas forcément une maladie pour eux. Enfin, maintenant, si, je pense qu'on le sait, mais c'était plutôt quelque chose qui était une conséquence de bonne mine au départ, et puis après, un avatar de la société d'abondance, jusqu'à temps qu'on ait l'alerte de l'OMS. La première question qu'on va poser au patient est délicate, parce que le patient, il est obèse, et c'est la seule pathologie chronique qui se voit. Donc, quand il rentre, déjà, il a honte. Il est mal dans sa peau, et le regard destructeur du soignant, ou les mots qui tuent, va falloir vous dépêcher, sinon vous allez mourir, vous allez faire un infarctus. Moi ils m'en ont sorti plein, de toutes sortes. Vous allez boucher vos artères, vous allez mourir dans 2 mois, c'est fini pour vous. Donc, nous, c'est notre technique à nous. On se dit qu'en menaçant le patient, on va le réveiller. C'est possible, mais ça le traumatise aussi. Donc, à vous de voir comment vous devez travailler avec votre patient et d'être un peu synchro avec lui pour voir si c'est quelqu'un de sensible. Il ne faudra peut-être pas faire ça. Le soignant ne doit avoir aucun a priori sur les origines et conséquences de l'excès de poids, c'est-à-dire il doit revenir avec le patient sur l'histoire de cet excès de poids. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui, à son avis, déclenche tout ça? Est-ce qu'il a déjà essayé de maigrir? Est-ce qu'on l'a déjà aidé? Alors, la plupart, ils ont fait un régime 1 mois. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont obèses. Et puis avec ça, ils se sont dit que ça ne marchait pas, le régime. Bon. Puis ils ont fait un régime pomme, un régime chou, un régime... Enfin, plein de régimes, quoi. Toutes sortes de choses, mais en général, c'est eux tout seuls qui ont fait. Il y a très peu de patients qui ont été accompagnés, quelques-uns cependant. Chaque situation est particulière et demande à mettre à l'aise le patient. Surtout, mettez-les à l'aise. Quand vous les mettez à l'aise, ça marche à 150%. Et ils vont adhérer à ce que vous allez leur proposer la plupart du temps. Donc les mots, attention aux mots, attention au sens des mots, et attention toujours à savoir si un patient est gêné par son poids. Ils ne sont pas gênés, mais ils ne connaissent pas les complications. Ils ne sont pas gênés, mais ils ont mal aux genoux, ils sont essoufflés, ils ont mal au dos, mais ils ne sont pas gênés. Quand on dit pas gênés, ils ne sont pas gênés par le look. Mais encore qu'il y en a certains qui sont gênés, parce qu'il y a beaucoup de moqueries, même si on est dans le Pacifique. Attention, hein, on est dans quelque chose où les gens sont parfois vraiment, ils n'osent même plus sortir de chez eux. Donc, en tout cas, le but de cet interrogatoire, c'est vraiment de booster la motivation du patient, c'est pas de le descendre. Donc, ne vous trompez pas dans vos argumentations. Il faut que vous sentiez que votre patient, petit à petit, il s'ouvre. S'il se ferme, c'est qu'on a raté. Je voulais vous dire que dans l'étude qu'on avait faite avec Jean-Yves Charlot à l'époque, en 2010, on avait 40% de nos obèses qui avaient un parcours de maltraitance. Donc un parcours de maltraitance, ça s'inscrit dans quelque chose où le patient, du jour au lendemain, quand il va se prendre en charge, ça va être dans un objectif de maltraitance vis-à-vis de lui. Donc il va marcher comme un fou, il ne va plus rien manger. Alors vous êtes content, oh, tu as bien maigri, mais ouais, mais mon gars, si tu maigris trop vite, ça va peut-être pas bien se passer. Puis si tu marches trop, tu vas peut-être détruire tes genoux. Donc faites attention, quand ils s'emparent des choses, nos patients, ils sont parfois très très sévères. Alors voilà, vite fait, je vous présente le programme. On a essayé de faire ce programme, ça fait depuis 2003 qu'on le construit, avec des équipes qui se sont succédées. C'est une équipe multidisciplinaire. Le projet, on a réussi à intégrer l'éducation thérapeutique aux soins techniques. Et pour nous, c'était un vrai défi, parce que c'est dans cet espace-là qu'on peut au mieux associer le diagnostic dans le CCSR des pathologies associées à l'obésité avec le dialogue avec le patient et lui transmettre des connaissances. L'équipe, vous voyez, elle est très importante, hein, donc vous allez dire qu'on a de la chance, c'est vrai. Donc médecins, cadres, infirmières d'éducation, infirmières de soins qui sont différentes, diététiciennes, kinés, professeurs d'activité physique adaptée, psychologues, assistantes sociales. Vous savez que ce centre partage aussi les autres pathologies du handicap, hein, comme les AVC et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir accès à tout ça. L'équipe est jeune, très motivée. Moi, je suis l'ancêtre, voilà.
Donc, ils sont à fond, hein. Et le suivi est individuel, personnalisé et en session de groupe. Les critères d'admission, aujourd'hui, les critères sont ceux-là. On les a retravaillés avec le contrôle médical. L'IMC doit être au-delà de 35 ou égal, et avec ou sans comorbidité. Les pathologies médicales doivent être stabilisées. Il est important qu'il n'y ait pas de troubles psychiatriques évolutifs, en particulier de délire, de dépression sévère ou de troubles cognitifs, parce qu'on va éduquer les patients. On peut être dans un cadre de préparation nutritionnelle en pré-op ou en post-op, sauf pour la chirurgie de l'obésité. Donc ça nous arrive d'avoir des chirurgiens qui nous adressent ces patients. Et pour les patients transférés de services hospitaliers, l'objectif, c'est une prise en charge nutritionnelle et de rééducation. Il y a deux modes aujourd'hui, deux modes d'hospitalisation, dont le deuxième va voir le jour le 1er janvier, véritablement en forme. L'hospite complète, avec des pathologies médicales, dépendance aux soins importantes, des gens qui sont douloureux, des gens qui ont des pathologies pas équilibrées comme le diabète, comme l'apnée du sommeil, des tas de choses comme ça, qui sont fragiles. Des pathologies psychiatriques stabilisées, on nous demande d'avoir 2 ans sans hospitalisation en milieu psychiatrique. Et on peut avoir des petits troubles cognitifs modérés si on a un soutien familial, si on peut éduquer une famille. Parce que sinon, on va être en difficulté. Et puis, cette hospite complète sera destinée aussi aux gens qui ont un éloignement géographique au-delà du Grand Nouméa. L'hospite de jour, ce sont des gens qui ont un périmètre de marche de plus de 50 mètres, qui peuvent venir au centre par leurs propres moyens, il n'y aura pas de VSL pris en charge, qui ont une compréhension, une motivation suffisante. Si c'est des gens qui n'ont aucune connaissance, qui sont apathiques, comment vous les mettez en H2J? Le programme est beaucoup plus condensé, il est sur une demi-journée. Donc c'est beaucoup plus intense, on a moins de phases de repos, on va demander plus de choses aux patients. Donc là, il nous faut des gens dynamiques. Un handicap qui peut être présent, mais qui est cadré, qui est stabilisé. Si on a des gens qui sont en autonomie physique et mentale, il n'y a pas de souci. Alors, j'arrive à quelque chose qui est important. Très souvent, on est dans la surveillance des paramètres et le contrôle médical nous a fait une étude où il a surveillé les paramètres poids et IMC de nos patients en 2017. Ils ont pris une 50aine de patients à ça. Et moi, je leur ai dit, ce n'est pas un paramètre qui suffit. Quand on suit les patients depuis 20 ans en obésité, on sait très bien que le poids, il varie selon la composition corporelle. Donc, nous, on ne se passe plus de l'impédance-métrie, que j'ai amené ici pour vous faire plaisir, si vous voulez vous mesurer votre composition corporelle et votre poids. C'est un outil qui est vraiment fondamental et je vais essayer de vous expliquer pourquoi en quelques minutes. Donc, il y a 2 modèles. Tanita qui est là, qui est un modèle ambulatoire pour les gens qui se déplacent et qui font moins de 150 kg. Et puis InBody S10, qui est un modèle pour les gens qui peuvent être alités ou beaucoup plus lourds. Donc là, le patient est allongé. Et on a des pinces ou on a des électrodes. Donc dans cette composition, on mesure la masse grasse, on mesure la masse maigre, donc la masse musculaire, on mesure la masse osseuse, on mesure l'eau intra-extracellulaire, on mesure la surface de graisse viscérale. Cette méthode est retenue comme une méthode de référence internationale et les résultats sont comparables à la méthode de référence qui est l'absorptiométrie. Pourquoi je parle de ça? Parce que lorsque le patient va avoir une prise en charge, notre objectif, nous, c'est de diminuer sa masse grasse et sa graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse entre les organes, c'est celle qui va générer le plus les pathologies. Et la graisse générale, elle est diffuse un petit peu sur tout le corps. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il perde de la masse grasse. Si vous avez un patient qui perd de la masse grasse, mais qui gagne beaucoup de masse musculaire, comme les Océaniens, par exemple, les Polynésiens, ben, ce patient va avoir un poids qui va diminuer doucement. Et vous allez vous dire, ça ne marche pas. Ou voire même, les 2 premiers mois, ce patient il a un poids stable. Seulement, il perd 3, 4, 5, 10% de sa masse grasse et il gagne 10 kg de muscle. Mais vous ne le savez pas, vous ne mesurez pas sa composition. Donc, c'est vraiment très important. Nous, cette mesure est faite tous les 15 jours au CSSR, au temps 0 à l'entrée, au milieu du séjour, en fin de séjour. Ensuite, si ces patients ont de la rétention d'eau, ce n'est pas toujours évident que ça se voit, ben ça participe à la prise de poids. En néphrologie, les néphrologues utilisent beaucoup l'impédance-métrie, puisque vous savez que les patients dialysés, c'est très compliqué pour avoir une idée de la masse maigre et de la masse grasse. Donc eux, le poids pour eux, ce n'est pas un bon outil. L'évolution de l'IMC et l'évolution de l'impédance-métrie
Non, l'évolution par contre du poids, excusez-moi, et de l'IMC sont des paramètres qui ne mesurent pas par conséquent la perte de masse grasse. Et vous, c'est votre objectif. Et la perte de graisse viscérale. Et c'est quand même ces masses-là qui sont reliées directement aux complications de l'obésité. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Si un patient a perdu 10 kilos dans l'année, on s'en fout. S'il a perdu 7-8% de masse grasse et gagné 15 kilos de masse musculaire, eh bien, on est dans quelque chose qui fonctionne. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein, on a parfois tendance à vouloir qu'ils perdent 30 kilos en un an. Ça, c'est dans la chirurgie de l'obésité. Hein. Ce n'est pas chez nous. Nous, ils perdent 10 à 15 kilos par an. Alors, les plus lourds, un peu plus. Hein. Voilà. Ainsi, un patient qui perd rapidement du poids perd de la masse grasse et de la masse musculaire. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Si vous faites perdre à votre patient rapidement du poids, il va fondre en muscle, il va avoir des douleurs. C'est ce qu'on a vu chez certains patients en chirurgie bariatrique qui ne faisaient pas du tout d'activité physique, qui perdaient du poids très vite, très bien, on réduisait les traitements, mais après ces gens-là, on les récupère en rééducation du dos 5 ans après au CCSR, parce qu'ils ont des lombalgies chroniques. Donc faites bien attention, l'impédance mètre pourrait vraiment vous aider à mesurer la qualité de la perte de poids et surtout à mesurer la perte de masse grasse. Enfin, pour les patients qui ont de la rétention d'eau, ça je vous l'ai dit, on ne peut pas évaluer correctement le poids. Donc nous, on va s'intéresser à la perte de masse grasse et au gain de masse musculaire. Je le dis, je le redis. Donc ça, ce sont les normes. Alors je vais vous passer les normes, vous pourrez les apprendre par cœur. Si vous les passez sur la machine après, je vous ferai votre Tanita. Donc vous voyez que les gens ne vont pas se transformer en un coup de baguette magique. Hein. Ça va se faire progressivement. Donc il faut que vous soyez dans quelque chose. Et ça, trop souvent, moi je l'ai entendu, et notamment avec les chirurgiens, quand ils veulent opérer un patient, ils veulent qu'il perde 20 kilos. Moi, je leur dis, mais vous êtes fous. Donc maintenant, en fait, je leur fais une perte de masse grasse, une perte de graisse viscérale, et je leur fais la perte de poids, et je leur dis, il y a aussi le tour de taille. Ça les intéresse beaucoup, parce que pour intervenir sur l'abdomen, ils ont besoin de moins de graisse viscérale. Donc voilà, maintenant, on peut discuter dans ces termes avec un chirurgien. Avant, on ne discutait que de poids. Ça évolue, chez nous aussi. Donc ça, c'est le programme que je vous montre rapidement. Donc c'est ces 4 semaines qui sont, comment dirais-je, organisées au CCSR. Vous voyez quand même, entre 7h30, ça c'est le programme hospitalisation complète, et 16h45, le patient ne s'ennuie pas. Là, vous avez tout ce qui se passe en groupe. Donc vous avez une vingtaine d'ateliers en violet. Tic, 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 ce sont tous les ateliers autour de l'obésité, donc connaissances diététiques, atelier de cuisine, élaboration de menus, un atelier médical sur tout ce qui concerne comment ça se passe, la transformation, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi pour améliorer tout ça. Donc on parle de microbiote, on parle de temps de manger, le temps de satiété, on parle de comment on va intégrer l'activité physique, comment on se transforme. On leur explique tout ça et on leur explique surtout qu'il faut qu'ils soient dans un progrès progressif, pas de frustration, parce que ça, ils le supportent très très mal en général. On a aussi des ateliers autour des infirmières pour se mettre à table, pour l'hygiène aussi, on profite de l'hygiène alimentaire. On a un atelier d'apnée du sommeil, 3 ateliers diabète, puisqu'on a 50% de notre population d'IMC30 qui est diabétique, hein, donc c'est autre chose que les 8% de la population calédonienne. On a un atelier d'activité physique et 2 ateliers kinés autour du dos, des douleurs articulaires, comment bouger. Et vous voyez, ils ont de la gym douce. Tout ce qui est vert-gris, c'est de l'activité physique. Donc, vous voyez, c'est réparti. Ils ont de la piscine, ils ont des sorties extérieures. Voilà. Ils ont également un atelier d'hypnose que j'anime dès qu'ils sont arrivés pour leur montrer qu'avec l'hypnose, on peut faire des choses extraordinaires. Mais ça, c'est juste mon dada à moi pour leur donner un espace où ils vont pouvoir travailler tout seuls. Et on leur apprend à en faire aussi. Voilà, donc ensuite, on mesure. Alors, voilà tous les paramètres de mesure de l'efficacité. Donc moi, je crois qu'il faut que nous, médecins, on ne soit pas seulement centrés sur le poids. Il nous faut le poids, il nous faut le tour de taille, il nous faut l'IMC, il nous faut l'impédance-métrie, il nous faut voir aussi ce qu'on diminue comme traitement. C'est intéressant quand même, ça. Peut-être pas pour les labos, mais pour nous, pour les patients, oui. L'augmentation de l'endurance à l'effort. Donc, on mesure le test de marche entrée-sortie. On voit le gain. La souplesse du rachis, le test de levée de chaise. Tout ça, ce sont des paramètres d'activité physique. Le score de qualité de vie. Parce que si on fait maigrir un patient et qu'il devient malheureux, pour nous, c'est raté. Alors, chacun voit les choses à sa façon. Mais le protocole ne doit pas rendre les gens malheureux.
Sinon, ils ne sont pas en bon état de santé physique et mentale. Physique et mentale, les deux. Ça, c'est très important. Et le but, à chaque fois, dans ces consultations de suivi ou d'en revoir le patient, c'est de faire le point sur tous ces éléments pour essayer de voir, parce que parfois, ils sont vraiment, je n'ai pas fait grand-chose, et puis finalement, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et finalement, leur corps est en train de se transformer. Donc, je pense qu'on est des accompagnants à la fois sur le plan technique, mais à la fois sur le plan relationnel pour ces patients-là. Et en tout cas, voilà, je voulais vous faire part de cette expérience pour que vous puissiez éventuellement échanger sur la vôtre, qu'on puisse en discuter après. Bon, le bilan de sortie, je vous le passe, c'est tout ce qu'on a dit. Et puis, ben voilà, les chiffres, on espère en faire une étude sur 3 ans. On voudrait pouvoir suivre ces patients sur 3 ans. Donc, c'est un projet, hein, il n'est pas... On aimerait associer toutes ces personnes. Docteur Jean-Marie Grosbois, qui est un pneumologue qui est venu ici il y a pas mal d'années, avec qui j'ai pas mal aussi travaillé, échangé grâce aux pneumologues, puisque j'avais la filière respiratoire à l'époque. Voilà, tous ces gens-là. Et puis, alors ça, c'est illisible, mais je vous le montre quand même, c'est le projet d'étude sur 3 ans. Donc là, c'est une réévaluation en H2J tous les 6 mois, pendant 3 ans, avec les paramètres qu'on a dit. C'est une première hospite. À moins que le patient puisse être suivi en consultation, on n'est pas obligé de l'hospitaliser. Hein. On n'hospitalise pas tout le monde forcément. Si le patient est dans une dynamique, il n'y a aucune raison de l'hospitaliser. Et puis éventuellement des petites réinjections en H2J quand il y a des coups de mou, mais le moins de consommation possible, sauf peut-être à gauche pour les gens les plus dépendants. La CAFAT aujourd'hui nous autorise un séjour pour la vie des patients. Un séjour de 4 semaines pour toute leur vie. Alors ça va peut-être évoluer, c'est ce qu'on me dit, mais quand vous avez des patients extrêmement handicapés, un séjour dans toute la vie, c'est très compliqué. Bon, après, tout se discute et ça dépendrait du réseau qu'on pourrait créer ensemble. Voilà, je vous remercie.